Cinquième et dernier volet de notre semaine autour de ce qui nous est arrivé le 13 novembre dernier. Une semaine enregistrée en public au studio 106 de la Maison de la Radio le 12 décembre et en partenariat avec le 1. Après la question de la connaissance en matière de sciences sociales avec Bernard Lahire lundi, celle de l'interventionnisme avec Ronnie Broman mardi, de la responsabilité de l'islam en compagnie de Malek Chebel mercredi, nous avons posé la question du retour de la nation hier à Jean-Pierre Chevènement et c'est au tour de notre société française que nous aimerions terminer la semaine. Savons-nous encore qui nous sommes? Face à la fragmentation des identités que les résultats des dernières élections régionales ont confirmé, et alors que certains élus ont même brandi la menace d'une guerre civile, allons-nous être capables d'affronter ensemble les nouvelles menaces et à quelles conditions? Nous avons proposé à deux sociologues de débattre pour cette dernière émission, deux éminents sociologues qui travaillent substantiellement sur les mêmes sujets, elle sur la relation à l'autre, la citoyenneté, la communauté, l'exclusion, l'intégration, l'épreuve du chômage, l'égalité, les conditions de la démocratie et ce qu'elle a appelé la démocratie providentielle, lui sur la notion de conflit, le terrorisme et la violence, le racisme, l'antisémitisme, les nouveaux mouvements sociaux et les phénomènes de différence culturelle. Dominique Schnapper, Michel Viviorca, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à la grande table. Hier, Michel Fouché, qui dialoguait avec Jean-Pierre Chevènement, parlait de cette résurgence d'une nation ethnique et des limites, disait-il, entre la gauche et la droite républicaine. Je voudrais vous poser à tous les deux une question très simple pour commencer. Est-ce que, selon vous, la France sort renforcée ou affaiblie des événements que nous avons connus d'un point de vue de la cohésion nationale? Dominique Schnapper. Je crois qu'il n'y a pas de raison de réponse simple à votre question parce que c'est ce que nous allons voir dans les mois qui viennent. Il y a eu un grand moment d'émotion et hier, Jean-Pierre Chevènement a rendu hommage à la dignité avec laquelle le peuple français avait réagi et je m'associe à cet hommage. Cela dit, les réactions dans les moments de crise ou dans les moments d'émotion collective ne disent pas ce qui va se passer quelque temps après. Et ce qui va en advenir, nous le verrons. C'est devant nous. C'est devant nous et il faut le voir. Je voudrais juste, pour prolonger ce qui a été dit hier, dire que la crise des nations qu'on voit dans tous les pays européens est peut-être plus grave en France parce que ça a toujours été une nation très politique. Et nos sociétés, en tout cas en Europe, sont dépolitisées. De sorte que la crise du politique, et je pense qu'on y reviendra, il y a une véritable crise du politique dans la société française, est plus grave pour nous, pour notre identité, pour notre façon de vivre ensemble, pour la manière dont nous racontons notre propre histoire, qu'elle ne l'est pour d'autres pays européens. Nous étions vraiment le pays qui s'est raconté, qu'il a inventé et créé une nation exceptionnelle. Et donc, la décadence politique et nationale est pour nous une épreuve particulière, parce que c'était par le politique que nous avons intégré des peuples différents, des immigrés de générations successives, et que la non-conviction, enfin notre interrogation sur l'identité est plus grave qu'elle ne l'est en Suède ou en Italie, pour prendre des exemples divers. Michel Viviorca. Ce que je vais dire est assez proche de ce qui vient d'être dit. Je vais durcir un peu peut-être les choses. D'un côté, oui, le 13 novembre et quelques mois plus tôt, Charlie, l'hypermarché cachère, tout ceci a suscité non seulement de l'émotion, bien sûr, mais ça a suscité aussi un désir d'unité. Et ce désir, il a ses expressions sémantiques autour de deux mots principaux, nation et république. Ce sont deux catégories qui indiquent que nous appartenons à un ensemble. La nation, c'est une catégorie plutôt historique et culturelle. La république, c'est une catégorie plus directement, me semble-t-il, civique et politique. Mais enfin, tout ça, ça veut dire unité. Et on a entendu des choses qui allaient même parfois très loin, puisque certains ont évoqué non seulement l'unité, mais l'union sacrée, et on pouvait penser à Poincaré en 1914, qui nous demandait donc l'union sacrée.
Ça, c'est une première dimension, et donc ça irait plutôt dans le sens de tout ceci renforce l'unité, et après tout, on pourrait même se réjouir de voir que le thème de la nation aujourd'hui est bien moins qu'avant le monopole du Front National, qu'on voit des drapeaux français sur un certain nombre de balcons qui, à l'évidence, ne viennent pas dire que l'on va s'exprimer au nom du Front National, d'un côté. De même, République, tout le monde est républicain. C'est même assez angoissant de se dire que ce qui était clivant il y a un siècle et demi, les deux France, aujourd'hui, s'est transformé en unité complète. De l'extrême droite à l'extrême gauche, tout le monde est républicain. La droite s'appelle les Républicains. Quand même, les héritiers d'une droite anti-dreyfusarde se retrouvent républicains. Marine Le Pen utilise des catégories qui sont celles de la République, la laïcité, l'égalité homme-femme. Tout ceci, je n'en fais pas l'analyse, je décris simplement. Et donc, on s'aperçoit donc que notre pays vit vraiment avec ces catégories de l'unité. Et dès qu'on regarde le système politique, en dessous, c'est tout le contraire. Et c'est en ce sens que je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Dominique Schnapper, c'est-à-dire, en dessous, nous avions un système politique, il n'a jamais été parfaitement bipolaire. On aime bien nous dire ça, qu'il y avait une gauche, une droite, point final, moitié-moitié. Non, ça n'a jamais été aussi simple que ça. Mais enfin, quand même, il y avait le sentiment d'une bipolarité, que la gauche, ça voulait dire quelque chose, la droite, ça voulait dire autre chose. Aujourd'hui, soit on est moins pessimiste que d'autres et on dit maintenant c'est tripolaire, il y a une extrême droite, une droite et une gauche, soit, et ce sera plutôt ma position, on décrit surtout une décomposition de tout ce qui a été le système politique français. C'est-à-dire le Parti socialiste qui a perdu une partie de sa crédibilité, c'est clair, la droite qui est en crise, c'est clair, l'extrême droite, troisième élément, mais qui vient du dehors du système politique classique, et je ne vous dirai rien des écologistes, de la gauche, qui ont quand même connu des moments beaucoup plus importants. Et donc, pour moi, la question est la suivante. Comment réfléchir à éviter d'être dans cet univers surréaliste et très inquiétant dans lequel nous sommes surplombés par des appels à l'unité qui, dès qu'on descend au niveau politique, ne correspondent plus à autre chose qu'à des logiques de fractionnement, de décomposition, peut-être de rupture. Moi, je ne parlerai pas de guerre civile, mais enfin, je comprends les inquiétudes. Dominique Schnapper. Oui, je pense qu'il y a vraiment une crise du politique en France, et comme j'ai dit, je pense qu'elle est particulièrement grave. Et il me semble qu'il y en a deux symptômes qui sont graves, à titre de symptômes et dans leurs conséquences. Le premier, c'est l'accès au monde politique. Nous avons un système de gérontocratie qui fait que il n'y a pas d'ouverture du monde politique à de nouvelles catégories de la population, difficile pour les femmes, difficile pour les jeunes, très difficile pour les jeunes, difficile pour ceux qui ne sont pas passés par qui ne sont pas du service public, en gros, donc fermés au monde de la réalité économique. Et cet accès fait, vous remarquerez que beaucoup de nouveaux électeurs du Front National, c'est souvent des gens qui auraient voulu entrer dans les autres partis politiques et qui n'y ont pas trouvé leur place et qui se disent là on va être accepté. Il y a un espèce d'appel d'offres. Donc nous avons une organisation de l'accès au monde politique qui est totalement sclérosée et ça me paraît très grave parce que encore une fois c'est par l'intermédiaire du monde syndical et politique que se sont intégrées les anciennes migrations. Et puis il y a une deuxième chose à laquelle faisait allusion Michel et que je voudrais développer, c'est que la traduction politique ne correspond pas du tout aux vrais problèmes qui sont à traiter. Autrement dit, la gauche de la droite et la droite de la gauche pensent la même chose. Mais comme on est dans un mode de scrutin à deux tours, enfin ce que nous connaissons, majoritaire, ça veut dire que quand il y a des élections, la gauche fait la cour à l'extrême gauche et la droite fait la cour à l'extrême droite. Et par conséquent, on crée une division qui ne correspond pas aux véritables enjeux. Et donc la scène politique donne une complète impression d'irréalité par rapport à ce que les Français comprennent très bien comme être des enjeux. Et par conséquent, le décalage entre le domaine politique et le corps de ceux qui agissent dans la politique et disons nous tous, et le bon peuple, ne cesse de s'accroître à la fois en réalité et en visibilité. Antoine. Oui, je voudrais savoir en quoi vous pensez que
la République est en cause quand les clivages des partis se modifient, quand par exemple le clivage droite-gauche effectivement pourrait s'effacer. En quoi ça remettrait en cause fondamentalement cette idée de République, puisque tout le monde reste derrière cette bannière? Michel Villavorca. Ça ne Dominique remet Schnepper. Non, c'était Ça plutôt n'est une pas que question ça à Michel remette en Villavorca. cause la République, c'est que les citoyens français comprennent très bien que le débat n'est pas là. Et ils ont le sentiment que ce débat ne les concerne pas et ne concerne pas les vrais problèmes. C'est un thème qui est apparu il y a 35 ans, donc c'est pas d'aujourd'hui. L'idée d'une crise, on disait parfois à l'époque, crise du modèle républicain ou crise du modèle d'intégration républicaine. Le problème n'est pas du tout ce que peut incarner l'idéal républicain, les valeurs républicaines. Je pense que dans leur quasi-totalité, les auditeurs de cette émission partagent ces valeurs. D'ailleurs, c'est ce que je viens de dire. Tout le monde est républicain. La question, c'est que c'est un discours qui vient d'en haut et qui devient, à bien des égards, inadapté et parfois artificiel. Si vous comprenez, je vais prendre le côté artificiel qui est peut-être le plus grave. C'est-à-dire le fait que pour un certain nombre de personnes, c'est un discours qui dit le contraire de ce qu'elles vivent. Si, je vais pas faire du misérabilisme en disant ça, mais enfin, si vous dites que l'enfant issu de l'immigration, comme on dit, qui habite dans un quartier pauvre, avec une école moins bonne qu'ailleurs, etc., arrive à l'école, voit marquer liberté, égalité, fraternité sur le fronton de l'école, s'entend dire en plus en classe, vive la laïcité, vive la citoyenneté, vive la République, et qu'il a le sentiment de mille et une façons que c'est pas pour lui, je ne rentre pas dans le détail, ou que c'est même artificiel, c'est même le contraire de ce qu'il vit. Alors non seulement le discours républicain apparaît comme abstrait et artificiel, mais il devient même contre-productif. Il devient, c'est le discours que nous tiennent, ça devient un universalisme abstrait, comme on pouvait dire dans le temps, c'est-à-dire, c'est le discours que tiennent des gens qui ne voient pas qu'en réalité, c'est l'expression des élites dont on vient de parler, de ce monde qui s'auto-reproduit. Donc voilà le problème. La question n'est pas du tout l'idéal républicain. La question, c'est qu'il est brandi dans des discours que tiennent des politiques ou des intellectuels. Il est brandi dans des discours qui sont à côté de la plaque, qui sont hors sol, et quand ils sont pas hors sol, qui servent peut-être plus aux intérêts de certains groupes qu'aux intérêts de l'ensemble de la société. Voilà la réponse. Si je peux prolonger ce que dit Dominique Schnepper un quart de seconde. Je suis assez d'accord avec elle. J'ajouterais que c'est pas seulement les élites politiques qui sont discréditées. Non. C'est les élites, j'ai envie de dire presque, tout court. Tout court. Et que c'est vrai aussi pour des gens comme nous, les élites intellectuelles, les enseignants. Enfin, alors ils sont discrédités parfois pour des raisons faciles à expliquer. Si vous êtes un enseignant et que vos élèves ont devant eux un téléphone mobile, ils peuvent tout de suite vérifier que vous ne savez pas quelle est la ville la plus importante du Malawi sur laquelle vous êtes en train de faire un cours ou que sais-je. Vous voyez, donc. Et qu'est-ce que ça donne au bout du compte? Ça donne, entre autres, le complotisme. C'est-à-dire, j'ai pas confiance dans les élites politiques, j'ai pas confiance dans les élites intellectuelles, j'ai plus confiance dans les enseignants, les journalistes me racontent n'importe quoi, etc., etc. Et donc finalement, je crois ce à quoi j'ai accès par moi-même, et je vais sur Internet, et on m'explique que c'est les Juifs qui ont fait sauter les tours de New York en 2001, et ce genre ou que les Américains n'ont jamais envoyé de personne sur la Lune, etc. Autrement dit, le discrédit du système politique d'abord, mais de l'ensemble plus large des élites, conduit à des catastrophes qui ne sont pas seulement directement politiques, mais évidemment, ça joue dessus. Dominique Schnepper. Non, je pense que Michel a raison. C'est l'ensemble des élites qui est facilement considéré comme incapable. Mais je pense qu'il y a un rôle particulier de l'élite politique parce qu'elle donne un exemple qui sert, disons, ou qui est utilisé pour critiquer toutes les formes d'élite, c'est-à-dire pour la non-reconnaissance, disons, de la connaissance ou de l'expertise, et par le sentiment qu'il existe effectivement un système médiatico-politique dans lequel les uns et les autres baignent plus ou moins ou sont plus ou moins compromis, et qui fait que aucune autorité, ni morale ni intellectuelle, n'est plus acceptée, et que ça nourrit dans des franges les plus fragiles de la population cette opposition radicale, à la fois radicale et vide, puisque elle ne propose rien. Alors je pense pas que la République est en danger, mais je pense que
à cause de ça. Mais il me semble que quand les débats politiques sont considérés comme totalement étrangers aux véritables problèmes qui se posent, aux problèmes réels, objectifs, et ceux dont les citoyens ont l'expérience ou y voient une difficulté, on a un vrai problème démocratique. Pourquoi on en arrive là? Ah, ça, parce qu'il y a beaucoup de raisons. Il y a, je pourrais juste comme ça faire des allusions. Il y a le fait qu'une partie de la population active est en concurrence objective avec des pays beaucoup plus pauvres qui font que une partie des classes moyennes les plus modestes ont une forte chance d'être au chômage. Donc il y a une situation économique que la globalisation fragilise. Il y a l'affaiblissement du politique, du civisme ou du national à laquelle on faisait allusion hier, qui fait que des situations qui étaient acceptées dans le passé au nom du patriotisme et de l'unité nationale ne sont plus acceptées aujourd'hui. Et il y a l'exigence démocratique qui fait que nous sommes devenus beaucoup plus exigeants que dans des générations précédentes. France Culture, la grande table. Caroline Brouet. Qu'en est-il de notre cohésion nationale? Nous posons la question pour terminer cette semaine spéciale enregistrée le 12 décembre à deux sociologues, Dominique Schnapper et Michel Vieviorka. Je voudrais prolonger cette question d'Antoine Mercier sur les raisons pour lesquelles nous en sommes là, d'une certaine façon, en prolongeant cette question de la dialectique entre unité et diversité. Est-ce que, selon vous, Michel Vieviorka et Dominique Schnapper, on a manqué et on manque encore d'unité, ou bien au contraire, on manque encore et on a plus besoin de diversité? Est-ce que les deux événements qu'on pourrait rapprocher de janvier et de novembre sont le signe d'un échec de l'intégration républicaine, ou bien marquent les limites du multiculturalisme et un manque de démocratie ouverte? Michel Vieviorka, où a-t-on échoué? Moi, je vais me projeter vers l'avenir plutôt que d'essayer de... Mais parfois, ça aide de regarder derrière pour aller devant. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, oui, bien sûr, on peut discuter, nous l'avons fait souvent, d'ailleurs, Dominique et moi-même, on peut discuter de ces enjeux-là. Mais je crois que nous avons bien, sans l'avoir cherché, nous avons bien posé le débat. Il y a d'un côté... Il faut se faire des compliments. Sans l'avoir cherché, pourquoi? Des élites... Non, on s'est pas concerté. Il y a d'un côté un monde d'en haut, en quelque sorte, qui nous parle de l'unité, de l'union, etc. Et qui ne se renouvelle pas, en quelque sorte. Et il y a d'un autre côté des risques de fragmentation, de diversité, etc. Et la question c'est comment remplir ce qui sépare le haut et le bas, et par conséquent, et moi c'est ce que j'ai entendu dans ce que disait Dominique Schnapper également, comment réenchanter le débat. Et moi j'ai des réponses à faire, je vais vous en donner un exemple tout de suite. Je vais tout à fait vous écouter, mais juste je voudrais préciser les choses. Il me semble que vous faites une division entre haut et bas, c'est-à-dire entre politique et société, là où j'entends moi division aussi au sein de la société. Oui, mais alors les divisions, il y a de deux choses l'une. Ou bien les divisions se soldent par des ruptures, des violences, de la haine, du ressentiment, ou bien elles se soldent par du débat, du conflit institutionnalisable, des discussions, des échanges. Bon. Et si l'on veut aller dans ce sens-là, c'est-à-dire si on se demande qu'est-ce que c'est que notre société, est-ce qu'elle va devenir une juxtaposition, alors il y aura des gens de telle minorité, telle minorité, telle minorité, des gens qui se diront moi je n'appartiens à aucune minorité, où est-ce que je suis? Bon, et si tout ça se juxtapose sans débattre, alors on va vers de grandes catastrophes. Mais le débat ne peut pas, me semble-t-il, s'organiser entre directement tout cet univers. Il me semble que ce qui est absolument indispensable, c'est ce que j'entendais de ce que disait Dominique il y a un instant, ce qui me semble absolument indispensable, c'est je vais le dire comme ça, c'est le traitement politique de ces questions. Or, ce traitement politique, il est congelé, il est difficile pour des raisons du type de celles qui ont été évoquées, mais moi je crois aussi tout simplement parce que ceux qui sont en place ne semblent pas percevoir l'urgence qu'il y a à modifier les choses. Et je vous en donne un exemple très simple. On nous dit, en gros, il n'y aura pas de primaire, ou de vraies primaires,
pour les prochaines élections, c'est-à-dire la présidentielle et les législatives. On nous dit, d'un côté à droite, Nicolas Sarkozy va tout faire pour que ce soit les primaires qui lui permettent d'aller de l'avant sans avoir à ouvrir le jeu trop largement, parce qu'il risquerait d'avoir des ennuis du côté des adversaires de son propre camp. Et on nous dit, à gauche, François Hollande a décidé qu'il n'y aurait pas de primaires. Voilà ce que tout le monde entend. Mais écoutez, moi, comme citoyen, j'ai envie qu'il y ait des primaires, et j'ai envie qu'il y en ait des deux côtés. Donc, première chose, est-ce qu'il pourra y avoir des vraies primaires? Ça réenchanterait le débat, ça réouvrirait. Est-ce qu'il peut y avoir une vraie primaire à droite? Est-ce qu'il peut y avoir une primaire tout court à gauche? Voilà des choses. Eh bien, on dit non, circuler, il n'y a rien à voir. Et j'ajouterais... Pourquoi ça va réenchanter? Parce que bon, c'est pas parce qu'il y a une primaire entre Sarkozy et Juppé que ça va vraiment réenchanter le monde. Alors, ça peut réenchanter à une deuxième condition. C'est que ces primaires soient elles-mêmes alimentées par un renouveau du débat public. Et que par conséquent, les conditions se réunissent pour que, là où les gens vivent, c'est-à-dire dans leur commune, là où il y a un tissu associatif, là où il y a une vie possible, pour que il y ait des débats qui ne soient pas des débats, justement, à l'intérieur de telle minorité, de tel groupe, etc., mais que ce soit des débats qui puissent nourrir de telles primaires. Autrement dit, je suis pas en train de vous faire une proposition politique. Je n'ai évidemment pas les possibilités. Mais je pense que si demain, je comprenais qu'il doit y avoir des primaires et que un certain nombre de personnes vont essayer d'organiser des débats publics dans un certain nombre de situations pour que ce débat alimente par les questions qui sont posées, par les réponses qui sont apportées, par les interventions de personnes qu'on n'entend pas d'habitude, que tout ça alimente la primaire de la droite et la primaire de la gauche, je trouverais que on rouvrirait un peu l'espace politique. Je dis ça parce que c'est pour dire, on n'est quand même pas condamné complètement à dire c'est la crise politique, attendons, voilà. Dominique Schnapper. Je vais revenir à votre question. Je crois qu'il ne faut pas opposer unité et diversité, parce que la diversité, elle a toujours existé, elle est de fait, et c'est une constatation. La question, c'est de savoir comment cette diversité peut être organisée et peut donner l'ouverture d'une volonté politique. Donc, sans les opposer, la question, c'est de savoir comment, par-delà cette diversité qui à la fois est de fait et d'ailleurs souhaitable, on peut malgré tout avoir une volonté politique qui s'exprime. Et pour revenir à votre question de savoir ce que les deux grands événements de janvier et de novembre 2015 ont révélé, je ne crois pas qu'ils aient révélé l'échec de l'intégration républicaine. Elle a fonctionné sur une majorité de la population. Mais il est vrai que elle a laissé sur le grand nombre. Elle a fonctionné sur le grand nombre. Et les enquêtes vont dans ce sens-là. Et quand on compare avec des enquêtes dans d'autres pays européens, le phénomène majoritaire, disons. Simplement, la majorité a un sens quand il y a des élections. Et on voit bien d'ailleurs, les élections révèlent à quel point nous vivons dans un petit monde, puisque les élections surprennent toujours le monde intellectuel ou politique. Mais il y a une force symbolique des résultats souvent des minorités. Et des minorités qu'on connaissait depuis 2005. Il y a eu beaucoup d'enquêtes, des enquêtes policières, des enquêtes sociologiques, des numéros spéciaux, des livres sur les émeutes. On savait ce phénomène, on connaissait cette frange de population antisémite, hostile à la République, refusant radicalement la démocratie et ses valeurs. Et Daesh joue sur cette minorité marginalisée et dangereuse, parce qu'elle a bien vu qu'il y avait là un ventre mou dans nos sociétés. Et donc, on peut à la fois penser que le phénomène massif est l'intégration républicaine, et penser qu'il y a un danger à partir d'échecs évidents sur une minorité, mais les minorités agissantes ont toujours eu un grand sens politique et symbolique dans l'histoire des sociétés. Oui, parce que vous citez les émeutes de 2005, on se projette 10 ans en arrière. Les émeutes de 2005 en banlieue ont été suivies un an plus tard de manifestations d'étudiants dans les grandes villes, à Paris notamment, des étudiants qui manifestaient contre le CPE, si vous vous souvenez bien, et on se souvient que c'était deux mondes parallèles déjà, 10 ans plus tard,
Voilà ce que ça donne, Michel Viviorca. Donc c'est vrai qu'il y a un moment où on peut poser la question, comme le fait très bien Dominique Schnapper, de façon presque un peu brutale, mais quand on sait que la plupart des djihadistes identifiés aujourd'hui sont des Français d'origine arabe, on peut se demander comment comprendre comment comprendre ceux qui ont agi là, comment comprendre les raisons de la haine de ces jeunes djihadistes français. Est-ce que ce n'est pas là un vrai échec du point de vue de cette minorité? Il faut éviter un sociologisme que j'ai tendance moi-même parfois à pratiquer. On en revient à la première émission, là. Il faut éviter un sociologisme trop facile. Parce que, oui, bien sûr, la saga qu'on a envie de décrire, c'est des jeunes issus de l'immigration, victimes du racisme, des discriminations, ne trouvant pas d'espace à l'école, n'en trouvant encore moins sur le marché de l'emploi, etc. Et qui, un beau jour, parce ils passent dans la délinquance, rencontrent d'autres personnes qui les prennent en charge en prison, etc., deviennent djihadistes. Ça, c'est le schéma que la grande majorité des Français ont dans la tête. Et puis quand on va regarder de très près les choses, et quand on regarde ce que l'on sait de ceux qui vont en Syrie, je ne dis pas forcément que ceux-là sont tous des djihadistes, bien sûr, mais Dominique venait de le dire il y a un instant, déjà ceux-là, une partie non négligeable, sont, d'après les spécialistes, 20, 30, peut-être 40%, ce sont des gens qui ne viennent pas des fameuses banlieues, qui ne sont pas issus de l'immigration, qui sont des convertis, des catholiques, etc. Des gens qui sont non pas en quelque sorte des ratés de l'intégration républicaine, mais des gens qui cherchent à donner un sens à leur existence. Deuxièmement, si on regarde même les tueurs, quand même pas si, bon, on s'aperçoit qu'ils n'étaient pas tous, totalement, si j'ose dire, désintégrés. Qu'ils pouvaient avoir un emploi, qu'ils pouvaient gagner leur vie, etc. Et donc, il faut être prudent. Évidemment, ce raisonnement sur l'échec du modèle républicain qui a fabriqué des laissés-pour-compte, oui, bien sûr, je ne le sous-estime pas, mais premièrement, donc la question que je viens de poser, de tous ceux pour qui manifestement c'est quelque chose d'autre qui est en cause, doit être posée, ça c'est le premier point. Et puis il y a un deuxième problème à poser. C'est quand même que parmi tous ceux qui ont échoué dans ce modèle républicain, tous ne passent pas à l'acte. C'est quand même quelques-uns qui passent à l'acte. Et donc la question du passage à l'acte, on ne peut pas se contenter d'explications sociologiques pour... Et donc, vous dites ça pourquoi vous dites ça? Quelle conclusion vous en tirez? Ma conclusion, c'est ni sociologisme, ni psychologisme, mais les deux à la fois. Voilà, mais il faut quand même dire, qu'est-ce qui va faire, voilà. Mais il faut, moi, je défendrai la sociologie, mais je me méfierais des raisonnements généraux, unidimensionnels, qui nous amènent à des conclusions. J'ai très mal formulé ma question, parce que la question portait moins sur Français d'origine arabe ou vivant en banlieue que sur les jeunes, à vrai dire. Il me semble qu'on voit là 2, voire 3 jeunesses qui partent dans tous les sens. Bien entendu. Et le travail que l'un et l'autre, là, vous essayez de faire, même sur la crise du politique, répond aussi aux attentes, aux désirs que peuvent formuler ces jeunes qui sont aujourd'hui formidablement divisés. Parce qu'on est très frappé par le fait qu'effectivement, ce qu'on appelle les descendants de migrants ne sont pas les seuls qui partent en Syrie. Donc il y a un révélateur, il y a comme ça un jeune Normand qui nous fait tous... sur lequel on s'interroge, d'une famille unie, stable, catholique ouvert, lisant le Nouvel Obs, enfin bref, comme nous tous, quoi. Moi j'ai arrêté de lire le Nouvel Obs depuis 20 ans. Hein. Oui, ça s'appelle plus le Nouvel Obs, d'ailleurs. Vous voyez, ça prouve que je ne lis pas récemment. Passons. Mais je pense que ça renvoie à quelque chose de plus profond dans la démocratie. C'est que la démocratie ne donne pas ou n'impose pas un sens à la vie. Elle laisse chacun de nous libre de donner à notre propre vie le sens que nous voulons. Alors d'une certaine façon, c'est une grande liberté et nous beaucoup l'apprécient. Mais pour beaucoup d'autres, c'est un vide. Et un vide qui peut être rempli facilement par des données simple, éventuellement brutale, et qui semble donner un sens à la vie. Je ne suis pas sûre que l'organisation de primaires, pour réenchanter le débat, suffise. Je n'ai pas parlé des primaires. Non, mais pas vous, mais Michel Viviorca. J'ai dit, je vais vous donner un petit exemple. C'est j'ai voulu dire, s'il n'y a pas des signaux qui sont envoyés
Comme quoi, ici et là, des gens veulent réenchanter la vie politique. On n'a pas l'air d'y croire vraiment, quand même. Mais c'est peut-être pas la bonne réponse. Mais attendez, mais qu'elle nous dise ce qu'elle proposerait, elle. Moi, je dis, voilà une petite piste. Voilà une petite piste. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas se contenter de dire, crise du politique, il faudrait. Non, je pense qu'il faut essayer je pense que nous devons tous nous demander qu'est-ce qu'il est possible d'envisager pour un réenchantement du politique. C'est quand même ça la question qui nous a reproché ici. Donc moi j'ai mis ça, mais évidemment on est dans un climat très singulier. Enfin quand même, moi je suis frappé, je constate qu'il y a une très grande demande de débat, de réflexion collective, etc., qui a le sentiment qu'on en est privé dans ce pays par le fonctionnement actuel, les médias, ce qui a été dit, et que j'ai dit les primaires, mais écoutez, c'est une petite chose, mais que chacun y réfléchisse. Le public qui s'est déplacé en ce samedi 12 décembre ici pour venir nous écouter, vous écouter surtout au studio 106 de la Maison de la Radio, prouve effectivement cette demande, cette envie, cette soif de débat et de compréhension de notre monde. Dominique Schnapper. Je crois que la conclusion a été donnée. Cherchons à réenchanter le monde. Moi, Michel a fait une proposition qui a soulevé un certain scepticisme, mais on n'en a pas de meilleur. Les gens de partir faire le djihad, ceux qui veulent partir faire le djihad, c'est ça le problème. Si on en a de meilleurs, qu'on les propose. Moi, j'ai plutôt tendance à voir ce qui est et à manquer d'imagination pour voir ce qu'on peut faire. Je crois que c'est difficile de réenchanter. C'est la chose du monde la plus difficile. Mais nécessaire. Oui. Alors, il n'y a pas que les politiques qui peuvent le faire. Vous avez parlé de la crise intellectuelle, vous avez parlé de la crise des chercheurs, de la recherche. Alain Fuchs, qui est le président du CNRS, a lancé, à la suite du 13 novembre, un appel aux recherches, à la science, à la connaissance, pour que ces connaissances qui ne sont pas vides, là, pour le coup, vous travaillez les uns les autres en permanence et depuis longtemps sur ces sujets-là, pour essayer non seulement de réenchanter le débat, mais de réenchanter la vie tout court dans notre démocratie. Malgré tout, il a lancé un appel à la science comme un appel aux bonnes volontés des chercheurs. Quel est, selon vous, le rôle ou la responsabilité aujourd'hui de la recherche ? Je nous mets dedans aussi, nous médias, puisque nous sommes les médiateurs, les relais de vos travaux vers le public. Mais est-ce que le besoin de débat peut se traduire déjà par un réinvestissement de la recherche, pas à destination du public seulement, mais à destination des politiques? Michel Viviorca. Alors, il faut éviter les malentendus. Le chercheur n'est pas là pour faire de la politique et le politique n'est pas un chercheur. Par contre, mais le politique peut se servir des travaux des chercheurs. Mais il faut éviter la naïveté. Moi, toute mon expérience, c'est que chaque fois que j'ai présenté des analyses sociologiques à des politiques qui pouvaient être intéressés par elles, ça n'a jamais donné le moindre résultat concret, même si les relations avec les politiques en question étaient très très chaleureuse. Par contre, je crois beaucoup à plusieurs choses. Premièrement, à l'idée que les milieux doivent se connaître et se respecter et échanger. Moi, je suis en train de mettre en place toute une série d'initiatives à la Maison des Sciences de l'Homme, toute une série d'initiatives dans lesquelles des séminaires sont des séminaires dans lesquels ceux qui s'expriment sont des chercheurs, mais l'échange, le débat se fait non seulement avec des politiques, mais avec des responsables d'associations, de NGO, avec des gens de différents ministères, mais aussi avec des travailleurs sociaux, etc. Et donc, l'idée de mettre en relation, sans que personne sorte de des milieux différents, ça c'est très important. Deuxièmement, je pense que la connaissance élève la capacité d'action. Tout ça passe par vous, les journalistes, les radios, etc. Ça élève la capacité d'action. Écoutez, moi j'ai en tête ce truc hallucinant. 2003, George Bush envoie bombarder l'Irak au nom de la guerre contre Al-Qaïda. Tout le monde sait qu'il ment, mais on le sait, enfin qu'il sait qu'il se trompe en tout cas, ou qu'il peut penser qu'il se trompe. Mais si on avait écouté un tout petit peu les gens qui connaissaient la géopolitique, le terrorisme, jamais personne n'aurait embrayé le pas derrière George Bush si on en avait tenu compte. Moi, je voudrais dire que j'ai la même expérience que Michel, c'est-à-dire la difficulté du dialogue avec les politiques, quelles que soient les relations personnelles qu'on a avec eux, et leur non prise en compte des travaux de recherche. Moi, je crois à la raison, j'y ai consacré toute ma vie à essayer de raisonner rationnellement. Donc, j'y crois beaucoup. Mais je suis forcée de constater que la raison a rarement enchanté le monde. Et s'il faut le réenchanter, je pense que ce n'est pas directement la pratique honnête et rationnelle des sciences humaines qui y arrivera. Merci. Je ne sais pas si c'est une note d'espoir ou de réenchantement,
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat qui clôt donc notre semaine autour du 13 novembre et de ses conséquences. Merci Michel Wiewiórka, merci Dominique Schnapper, merci beaucoup à tout le public qui s'est déplacé donc pour venir nous écouter aujourd'hui et à toute l'équipe de la Grande Table, Raphaël Bourgois, Clémence Marie, Jeanne Aléos, Henri Leblanc, Camille Ferret et Géraldine Prévost. À la réalisation, c'était Michel-Ange Vinti, à la prise de son Olivier Dupré, Tahar Bouklifa et Éric Villenfrin. Bon, merci encore à tous.